Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence qui est spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure et d'applications mobiles. Pour nous, faire du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on va réussir à aller se démarquer, c'est vraiment dans la livraison d'applications qui offrent une expérience utilisateur qui se démarque et qui est de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Marc-Alain de la compagnie Diagram. On avait vraiment hâte, nous, chez ThirdBridge, d'inviter quelqu'un de Diagram parce qu'on a été porté à travailler avec eux dans les dernières années et on voulait vraiment faire découvrir tout ce qui était autour de leur méthodologie puis de leur univers dans l'investissement d'entreprises et de start-up. Donc, c'est vraiment une conversation intéressante. On a parlé entre autres de Climate Tech. Il y a tellement de choses à faire encore à ce niveau-là. Donc, vraiment, conversation fascinante. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! ThirdBridge. On travaille toujours sur la prochaine update. On a une nouveauté sur le podcast. On a maintenant un partenaire qui est la microbrasserie La Barberie. Étant moi-même une fille de Québec, j'adore la microbrasserie La Barberie. Non seulement la bière est vraiment bonne, mais en plus, ils ont une nouvelle terrasse où est-ce que l'ambiance est au rendez-vous. Étant une propriétaire de chiens, en plus, 2 chiens, 2 Golden Retriever, j'adore aller à la Barberie parce que tu peux non seulement amener ton chien sur la terrasse, mais également à l'intérieur. Donc, super pratique. Si vous passez par Québec, allez essayer la microbrasserie La Barberie. Marc-Alain, bienvenue dans l'Update. Merci. Puis, re-bienvenue. Marc-Alain, on est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. On a été, ThirdBridge a été porté à travailler avec Diagram à travers les années. Puis on avait vraiment envie de faire découvrir votre méthodologie puis votre univers à notre audience. Super. Fait que je te laisserai te présenter et présenter Diagram pour commencer. OK, super. Donc, moi, c'est Marc-Alain. Je suis vice-président de création d'entreprise chez Diagram. Essentiellement, ma mission puis la mission de moi et mon équipe, c'est de lancer 12 compagnies Climate Tech sur les 4 prochaines années. Donc, c'est un objectif ambitieux, évidemment. On est toute une équipe pour faire ça. Puis, comme tu dis, on a une méthodologie pour faire ça. Peut-être pour juste prendre un step back, Diagram, nous autres, on est vraiment structurellement comme une firme de capital de risque, de venture capital. C'est-à-dire qu'on va chez nous, on va voir des investisseurs, on lève un fonds d'investissement. C'est juste qu'au lieu de faire un peu comme à la Shark Tank, où que les entrepreneurs viennent nous voir, nous pitchent leurs idées. Nous autres, c'est l'inverse. On développe les idées à l'interne et ensuite, on va les pitcher aux entrepreneurs pour leur dire, écoute, on a ce projet-là, voulez-vous venir construire cette compagnie-là avec nous? Donc, on fait ça depuis 2016, quelque chose qui a commencé de façon très organique, là, puis au moment aussi en 2016 où le concept là, de Venture Studio, là, qui est vraiment le studio de création d'entreprise, qui est comment on se définit aujourd'hui, très embryonnaire, mais ça a donné naissance quand même à quelques compagnies qui sont connues au Québec. Une de celles-là, c'est Dialogue, qui est une compagnie de télémédecine qui est bien utilisée au Québec. Nesto en est une autre aussi qui fait des hypothèques en ligne. Puis nous, essentiellement, notre rôle là-dedans, ça a été de créer la fondation pour ces compagnies-là, puis ensuite de donner ces idées-là avec du financement, évidemment, à des entrepreneurs qui maintenant ont eu énormément de succès, puis tout le crédit leur va. Puis nous, finalement, on a comme développé à travers les années, depuis ce temps-là, cette machine-là à créer des entreprises. On en a maintenant à peu près 25 en portfolio, puis beaucoup d'ambition là, pour les années futures. Fait que là, quand même 12 entreprises en Climate Tech dans les 3-4 prochaines années. Exactement. Fait que là, ton quotidien, ultimement, c'est avec des idées. Ouais. D'évaluer le potentiel, puis de le pitcher à ton tour à l'interne. Vraiment, on est une équipe. Puis la façon qu'on fonctionne, on est des gens vraiment très accomplis professionnellement dans l'équipe qui sont chacun responsables de lancer une compagnie par année. Puis concrètement, ce que ça veut dire... une compagnie par année. Par personne. C'est ça ta job, là. Par personne. Ton mandat, c'est par personne. Exactement. Quand tu travailles chez Diagram, c'est ça, rien de moins. Rien de moins. Start-up par année. Ouais. Y a-t-il comme un chiffre d'affaires minimal associé à ça? Non, nous autres, sur quoi on se concentre, c'est de dire, écoute, on va trouver une problématique dans le marché qu'on croit qui peut être résolue par une solution technologique. On va vraiment tuer beaucoup d'idées pour en trouver une qui fonctionne et ensuite, c'est commencer à faire le travail de 0 à 1, c'est-à-dire de venir parler à beaucoup de clients, valider un peu à quoi pourrait ressembler cette solution-là technologique. Tu as commencé à faire un roadmap. C'est là qu'on va peut-être commencer à travailler avec ThirdBridge pour faire des mock-ups. On va commencer à essayer de chercher peut-être des partenaires de distribution. Mais ultimement, à un moment donné, on arrive à un point où nous autres, on n'est pas des opérateurs d'entreprise. On fait juste les lancer et les financer. Donc là, c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, il faut aller... On se pose la question, quel serait le meilleur entrepreneur pour amener
prendre cette idée-là, ce concept-là, et l'amener vraiment en réalité avec un chiffre d'affaires, puis l'amener sur une patte de croissance. Mais là, à ce moment-là, c'est là qu'on se dit, ben OK, on va investir, on va créer la compagnie, puis après ça, on va passer quelques mois naturellement là, à trouver le bon profil d'un entrepreneur, puis les accompagner justement à aller closer les premiers clients, puis éventuellement, vraiment, on va aussi leur donner une ronde de financement type seed, donc d'amorçage en français, de quelques millions de dollars pour vraiment leur donner un 12, 18, 24 mois là, de runway pour atteindre leur prochain target financier, qui est typiquement environ $1 million par année de revenus là, qu'on vise. Là, j'ai mis le question. Moi aussi, j'ai ta question. C'est tellement on fascinant. couvre beaucoup de trucs c'est incroyable. Fait que là, disons, quand tu parles d'une compagnie par année, une compagnie, c'est quoi la définition de ça? Est-ce que il y a un pre-seed dedans? Est-ce qu'il y a des co-founders qui sont embauchés? C'est quoi le critère de check si c'est une compagnie? Ouais, ben ça nous prend une équipe de fondateurs, ça prend une ronde de financement type seed. Et il faut qu'il y ait des clients. Donc, c'est vraiment... c'est là que c'est là qu'on finalement, on dit qu'on objecte notre objectif. Puis, à the end of the day, nous autres, notre objectif, c'est de déployer du capital. Donc, quand je dis on veut lancer 12 compagnies, mais ça veut dire déployer du capital dans 12 compagnies. Et donc, avoir vraiment des entrepreneurs et des produits en marché. Là. C'est incroyable. Puis, excuse, j'ai une autre question. Oui, je te coupe. Quand tu vas sur le site de Diagramme, dans la section Job... c'est les job offers les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu une offre de job pour un co-founder et CEO d'une compagnie. Tu vois juste ça dans des venture studios, des compagnies similaires à Diagramme, mais j'avais jamais vu ça avant de vous connaître. Tu vas sur votre site, puis c'est co-founders. C'est incroyable quand même comme job. Oui, puis tu sais, c'est ça qui est drôle, puis on rit un peu de ça à l'interne dans le sens que, oui, on met des job descriptions, mais tu sais, on cherche pas des employés, là. C'est vraiment des entrepreneurs, puis c'est juste une façon pour nous de venir advertiser, tu sais, de dire qu'on a ce projet-là, on veut le lancer. Mais exact, on a, tu sais, moi, je m'occupe du volet Climate Tech, mais maintenant, on a 3 verticaux. Donc, on a Climate Tech, on a FinTech, on a AI aussi. Et donc, à travers ces 3 verticaux-là, exactement, à n'importe quel moment, on cherche tout le temps 3-4 CEO. Puis pour des idées qu'on a qui sont dérisquées, puis qu'on est prêt à backer nous autres chez Diagramme. Donc, des jobs tough à combler, ça doit pas être facile. Oui, ben écoute. Ça ressemble à quoi le processus d'embauche? L'entrevue? Passe-nous en entrevue. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on a tout ça. Je pense qu'une chose duquel on est fier, c'est vraiment d'avoir cette méthodologie-là pour identifier, OK, c'est quoi le bon entrepreneur pour telle compagnie. Fait qu'on a tout un processus. Nous autres, on appelle ça un processus de vetting. C'est pas, on n'utilise même pas le mot entrevue parce que, ultimement, je veux dire, il faut qu'on apprenne à connaître les gens. Il faut que les gens aussi veulent lancer ce projet-là et veulent le faire avec nous. Mais on a tout ce processus-là de dire, ben, OK, pour cette compagnie-là, quel genre d'expérience qu'on veut, quel genre de connexion qu'on veut. Puis, tu sais, c'est quoi un bon entrepreneur, qui est un peu ça aussi la question, mais à très haut niveau, on cherche des gens qui sont des storytellers, des gens qui sont capables d'inspirer les gens, des gens qui ont un track record d'attirer du talent, qui savent à quoi ça ressemble, du talent de haute qualité, parce que c'est ça ton rôle de CEO, hein, c'est d'attirer puis d'inspirer les gens de venir travailler avec toi. Puis, comme tu dis, on a quelques étapes. On va passer 3 heures dans une salle avec les gens, apprendre à les connaître. Moi, c'est une partie de mon travail que j'adore parce qu'on a la chance d'entendre des histoires de gens qui ont lancé des compagnies dans le passé. Souvent, pas obligatoire, là, mais il y a beaucoup de gens avec qui on travaille qui ont déjà des succès derrière eux, d'apprendre leurs histoires, puis ensuite de parler, OK, ben, puis d'avoir leurs idées finalement, éventuellement, c'est les idées sur lesquelles on a travaillé, puis c'est là que la magie commence un peu, si on veut. Fait que on a ce processus-là. Ils ont la recette pour trouver le top CEO. On essaye. C'est un art plus qu'une science, ça, c'est sûr. Mais on a certainement développé certaines méthodologies. Et quand tu parles justement, tu dis il y a des idées, on va avoir plein d'idées, puis ce ne sera pas nécessairement toutes des bonnes idées. Il y en a certaines qu'on va tuer à un certain point. C'est quoi les critères que vous regardez? C'est beaucoup de numérique aussi, d'ailleurs. Hein? Oui, puis ça, c'est sûr que nous autres, notre spécialité, c'est tout ce qui est solutions technologiques. Fait que c'est sûr qu'il y a des problèmes que nous, on ne voudra pas s'attaquer simplement parce que ça ne sera pas dans notre scope, des choses qui ont besoin peut-être plus de manufacturiers ou des choses comme ça. Mais tu sais, nos critères, ultimement, les 2 plus importants, c'est est-ce que vraiment le problème auquel on s'attaque, c'est un problème top 3 pour le client?
Puis même, j'essaie de pousser ça, on essaie de pousser ça un peu plus, c'est de dire, est-ce que le client, qu'on lui pose la question, il nous dit, hey, ça fait des mois que je cherche une solution, j'ai regardé toutes les solutions qui existaient dans le marché, il n'y en a pas une qui répondait à mes besoins, puis j'ai plein de budget, puis quand on leur présente notre idée, ils nous disent, la réaction, c'est enfin quelqu'un qui construit là-dessus. Si c'est moins que ça, nous autres, c'est pas une idée pour nous. Donc, on garde la barre vraiment, vraiment haute, puis c'est notre critère d'investissement ou de lancement d'entreprise le plus important. L'autre qu'on regarde aussi beaucoup, c'est le concept de timing. Est-ce que cette compagnie-là aurait pu être créée il y a 5 ans ou est-ce que vraiment c'est uniquement possible aujourd'hui? Puis on a fait l'erreur nous-mêmes à l'interne dans le passé de dire le timing est comme moyen, peut-être que quelqu'un aurait pu lancer ça il y a 5 ans, mais là, nous autres, on pense que c'est le moment, puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de compagnies il y a 5 ans qui ont essayé de le faire, puis se sont plantés. Fait que, à ce moment-là, c'est souvent de se dire qu'est-ce qui change dans le marché au niveau technologique, au niveau de la régulation, au niveau des besoins des clients. Puis je pense que c'est particulièrement intéressant d'être en climate tech pour ça parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, énormément de gros changements qui s'en viennent, ça crée plein d'opportunités. Fait que ça, je te dirais, c'est nos 2 premiers critères. On en a d'autres, évidemment. On est des investisseurs, on veut s'assurer qu'il y a un gros marché, on veut s'assurer qu'on est capable de voir un business model qui fait du sens, qui est profitable. Une trajectoire qui va vous donner un bon retour. Qui va nous donner un bon retour. On s'assure aussi dans notre processus de créer, on appelle un unfair advantage, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est aller arrimer ces premiers clients-là, ces premiers distributeurs-là, pour vraiment donner à nos fondateurs quelque chose qui va leur permettre d'accélérer leur trajectoire. Puis finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excuse. Ouais. Fait que par exemple, on lance un exemple, peut-être un exemple concret, là, un esto ou un dialogue là, qu'on connaît. Ouais. C'est quoi le unfair advantage que vous aviez? Ça sort peut-être, je me souviens plus exactement de l'histoire puis de qui était là. Moi, c'était avant mon temps, mais pour ces deux-là, mais concrètement, ça va être une lettre d'intention avec une grande banque ou une grande compagnie d'assurance. Que vous avez réussi à ouvrir les portes à cause de vos connexions. Ouais. Ou qu'on a réussi à ouvrir les portes, qu'on a présenté le produit, puis la réaction avait été positive, fait qu'on était capable de faire ça à l'interne. Fait que ça va être quelque chose d'important pour nous. Parce que si demain, moi, j'essaie de compétitionner contre une de vos idées, je pars from scratch, là, pas mal. Ouais. Ben, c'est ça, on essaie de... Vous voulez être one step ahead. On veut être one step ahead, puis justement, c'est ça, quand on lance une compagnie, on veut s'assurer que ça a été fait parce que on a un beau track record, mais reste que c'est très, très compétitif, le marché des startups, donc on doit s'assurer d'avoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, vous compétitionnez quand même contre tout le monde qui ont une bonne idée. Puis... Ouais, exact. Puis le marché est ruthless par rapport à ça. Donc, il n'y en a pas de facile. C'est peut-être un dernier critère aussi qu'on se pose beaucoup, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'il y a un impact positif dans tout ça? Puis c'est un sujet de discussion qui est important pour nous. Est-ce qu'on veut pas faire quelque chose qui est predatory, on veut s'assurer d'amener du bien dans le monde, puis particulièrement en climat, on veut s'assurer qu'indirectement ou directement, on est capable de réduire les émissions ou d'aider les gens et les compagnies à s'adapter au changement climatique. Moi, on dirait que j'aimerais ça comprendre, ça ressemble à quoi ton day-to-day, genre... Tu cherches des idées, genre? Ouais, ben ça dépend, on est rendu où dans le stade. Mais tu sais, moi et mon équipe, ce qu'on fait. mais c'est vrai, tu sais, je veux dire. Il se met dans son bureau, il ferme toutes les lumières, les médite. Écoute, c'est une technique, là, mais non, mais sérieusement, la clé, c'est de parler à plus de gens possible. Okay. Fait que, si on regarde mon agenda ou l'agenda des autres gens dans notre équipe, c'est plein de meetings. Mm-hmm. C'est plein de meetings avec des intervenants dans une industrie. Puis on leur pose la question, tu sais, c'est what keeps you up at night? C'est quoi qui te rend... qui t'angoisse? C'est quoi tes pain points? C'est quoi qui t'angoisse c'est quoi tes trois priorités cette année? Puis après ça, c'est de poser des questions puis de dire, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile par rapport à ça? C'est la fameuse question, est-ce que si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? C'est une question magique, là, dans le sens que ça peut vraiment générer des discussions intéressantes. Puis ça, c'est une grosse partie puis où ce qu'on s'est vraiment professionnalisé. Je te dirais, c'est vraiment être bon d'avoir ces discussions-là qui vont vraiment sous la surface avec les intervenants de l'industrie pour comprendre avec eux vraiment c'est quoi qui devrait exister. Mais avant même ça, là, excuse, je te coupe, mais avant même ça, comment est-ce que tu fais pour déterminer il faut que je parle à cette personne-là? C'est-tu vraiment un... at large ou est-ce qu'il y a beaucoup de recherches pour dire hey, nous on veut travailler avec les
les voitures électriques. Ouais. Puis là, voiture électrique, c'est le segment, puis là, t'es comme, on va parler à tous les manufacturers. Ouais. Puis tous les gens qui font des chargeurs électriques, puis tous les gens qui font des... Ouais. Ça, c'est une méthodologie, puis justement, on a fait beaucoup de travail sur dans le monde des véhicules électriques, puis tout ce travail-là vraiment commencé à dire, on va passer 1 mois, maintenant je peux prendre 2 mois à juste parler à tous les intervenants dans la chaîne de valeur. Fait que de parler à des manufacturiers, parler, comme tu disais, là, jusqu'aux consommateurs. Fait que ça, c'est vraiment un modèle qu'on fait. Puis après ça, de faire cet investissement-là, de prendre ce temps-là, de faire ce travail-là, vraiment, après ça, nous permet de nous aiguiller vers les problématiques qu'on pense qui sont les meilleures, puis vraiment de partir à ce niveau-là. Puis là, les problématiques sont identifiées. Là, tu es avec ta gang de je sais pas combien de personnes qui sont chez vous, il faut qu'ils partent une compagnie par année. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui lève la main. Moi, cette idée-là, je l'aime, je la comprends, puis je veux partir avec ça. Ouais. Prenne l'idée, puis partent à courir, puis là, c'est let's go, on part. Ouais. Puis on essaie de la tuer le plus vite possible. Ouais. Ouais, puis ça, je vais parler un peu plus du processus, mais ça, c'est un modèle. Mais je veux quand même parler, on a un autre modèle qui est aussi, des fois, les gens viennent nous voir aussi, puis ils nous disent, écoute, c'est arrivé juste la semaine passée, une grande compagnie qui vient voir, ils disent, écoute, moi, j'ai cette idée-là, et puis, c'est un employé, là, un directeur dans une compagnie, puis moi, j'ai cette idée-là, et puis, j'ai essayé de trouver une solution dans le marché, puis je l'ai pas trouvé. Donc, moi, je dis, parfait, notre proposition de valeur à ce moment-là, c'est, écoute, nous autres, on va être un partenaire, on va regarder ton idée avec toi, on va te donner notre opinion vraiment unbiased si on pense que c'est un problème / solution qui vaut la peine d'être créé. Puis si c'est intéressant, mais à ce moment-là, notre proposition de valeur, c'est de dire, on va lancer la compagnie, ça va être très peu de risques pour vous parce que nous autres, on va prendre des risques de construire ce produit-là. Puis à la fin, dans 6, 12, 20, 18 mois, tu vas avoir le produit que tu voulais avoir. Fait que on a vraiment les deux. Pas comme co-founders ou peu importe. C'est juste, on prend ton idée, puis tu vas avoir ton souhait de baguette magique va se réaliser. Puis peut-être. C'est ça. Puis on est très créatif aussi. Des fois, si le partenaire contribue quelque chose de significatif à cette idée-là, on peut être créatif. Les gens souvent veulent investir aussi. Les compagnies qui sont prêtes à investir dans nos compagnies aussi. Puis nous autres, on aime ça. Donc, mais ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on est on se positionne vraiment comme un partenaire. On unbiased. Puis vraiment de passer ces idées-là à travers notre processus, puis si ça l'arrive, généralement, on a un bon c'est quasiment un don d'idées, là. Quelqu'un arrive, j'ai identifié une problématique et la solution que j'imagine, puis vous prenez ça, puis c'est capable de transformer en compagnie, puis c'est malade. Ouais, écoute, c'est ça. Puis l'idée, c'est de... Puis les idées, je veux dire, une chose aussi que j'ai appris dans tout ça, c'est les idées changent aussi. Puis les gens nous arrivent avec des idées, on les travaille ensemble, on arrive à quelque chose d'autre, puis inévitablement, 1 an plus tard, l'idée a encore changé. Fait que je pense qu'à quelque part, nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des situations win-win, où ce que les gens qui ont des problématiques, qui viennent nous voir, on est capable de régler leurs problèmes, leur donner d'une certaine façon ou d'une autre peut-être un peu d'upside dans la compagnie qui va être créée. Puis même chose pour les entrepreneurs. Fait que, puis après ça aussi, une idée, ça vaut rien si tu n'as pas l'équipe pour la mettre en exécution. Là. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, cette phrase-là que tu viens de dire. Une idée vaut rien. Qu'est-ce que tu en penses? 100%. Puis honnêtement, avant de me joindre à Diagramme, j'étais comme, j'ai pas d'idée. Moi, je fais ce travail-là parce que je suis passionné de l'entrepreneuriat, puis je me serais autant vu lancer ma propre compagnie. Puis j'étais un peu dans ce mindset-là de dire, OK, j'ai pas de bonne idée. Mais c'est pas tant d'avoir une bonne idée, c'est d'être capable justement de vraiment se poser la question, est-ce qu'elle a le potentiel pour du venture capital? Ça, c'est notre travail. Mais après ça, c'est, comme tu dis, c'est de l'exécuter, la bonne équipe, le financement, puis le grind là, sur 5 à 10 ans. Là. Donc, ouais. Puis, vous parliez justement que c'était plus des... J'ai dit vous, excusez-moi. On peut se tutoyer. Tu parlais justement que c'est plus des solutions qui vont être dans le numérique. Ouais. Justement, la portion développement, vous, comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Oui. Fait que c'est sûr que nous autres, moi, ça va être du cas par cas. La réponse, ça va être du cas par cas. Et parfois, on est capable de se convaincre qu'une entreprise vaut la peine, puis on est capable de construire une équipe sans avoir écrit une ligne de code. Particulièrement si le produit est particulièrement difficile à construire puis qu'on sait que ça va être un cycle de développement de 18 à 12, 18, 24 mois. À ce moment-là, on va se dire, écoute, ça va coûter des millions de dollars. Faisons juste se convaincre que ça vaut la peine.
Puis après ça, on va faire l'investissement, puis c'est l'équipe qui va ensuite embarquer, le CEO, le CTO, qui vont aller construire le produit. Je te dirais de plus en plus, par contre, on essaie de... quand les produits sont peut-être un peu plus simples ou n'ont pas besoin de temps de développement de ça, d'en construire un petit peu. Puis je pense que c'est important parce que mettre un produit tangible, ou même si c'est des screenshots ou quoi que ce soit devant un client, puis aller voir le feedback, ça a énormément de valeur. Ça nous permet vraiment de nous aiguiller puis de construire quelque chose que le client veut. Fait que c'est là, puis c'est là, je pense que c'est une bonne plug pour vous autres aussi parce que évidemment, exact, c'est ça. On travaille avec vous parce que vous êtes agile, puis nous autres on arrive avec un brief qui reste assez haut niveau, puis c'est facile de travailler avec vous pour dire écoute, on a cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez, venez nous prendre quelque chose, puis nous autres on est capable de reprendre ça après ça à l'interne, puis d'aller voir des clients avec. Puis pour ça, même on est capable de continuer la relation avec les co-founders qui embarquent. Puis... Exact. Puis je pense que le feedback que j'ai de votre équipe est excellent, donc c'est ça. Merci. La grosse pub. Ouais. C'est cool. On prend une petite pause de l'épisode pour faire notre segment quiz qui est présenté par La Barberie. J'ouvre ma canette. Ouf, c'est satisfaisant, ça. Qu'est-ce que vous buvez, les gars? PA, tu bois quoi? Je bois Placebo, blonde, citron lime, ça goûte la limonade, c'est écœurant. En plus, elle est chaude, fait qu'imagine c'était froide. C'est malade, avec un peu de soleil au lieu d'un luminaire un peu... Un beau luminaire, par contre. Toi, Marc-Alain, qu'est-ce que tu bois? Ben moi aussi, j'ai une Placebo. Bière sans alcool, surf, fraise et pêche. Super. Moi, j'ai une sûre aux framboises. C'est ma préf, celle-là. Je l'aime beaucoup. Je prends une gorgée. Le quiz. OK, on est prêt. Segment quiz. Fait qu'on te pose 2 petites questions. Okay. Tu y réponds du mieux que tu peux. Parce qu'on lui a pas donné les questions à l'avance. C'est vraiment, on teste tes connaissances. OK, t'es prêt? Je sais pas, on va voir. Vrai ou faux? Certains scientifiques considèrent de plus en plus l'idée de lancer un parasol géant dans l'espace pour bloquer les rayons du soleil et ainsi diminuer la température de la Terre. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un a pensé à ça. C'est un peu fou comme idée. Je penserais pas que c'est une bonne idée, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un a pensé à ça. Ça passerait pas à diagramme, ça? Ouais, non. En tout cas, j'aurais peur pour les gens qui sont en dessous du parasol. Ta réponse finale, c'est vrai? C'est oui. Moi, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a pensé à ça. C'est la bonne réponse. C'est un article scientifique publié en 2023 propose de construire ce parasol entre la Terre et le Soleil et l'idée flotte dans la communauté depuis près de 30 ans. C'est ça. Fait que c'est vrai. Wow. Deuxième question. Quel est le terme anglais utilisé pour désigner une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe? A, un bear. B, un bull. C, un unicorn. D, un wolf. Ouais, j'espère que celle-là, je vais l'avoir comme il faut. On va y aller avec C, un unicorn. C'était la bonne réponse. Bravo. Ça m'est fait mon segment quiz. On retourne à l'épisode, tout le monde. T'as-tu un projet en tête que tu aimerais mettre de l'avant, mettons un projet technologique que vous avez fait récemment, que vous êtes fiers? Là, je dis vous parce que je dis diagramme, l'équipe. Ouais, c'est correct. Ouais. Ben, tu sais, là, justement, comme je disais, tu sais, là, on grossit énormément. Ouais. On a 3 nouvelles stratégies. Historiquement, on faisait juste du fintech. Maintenant, on fait aussi du climate tech puis du AI. Donc, il y a 2-3 semaines, lancé ou annoncé, je dirais, notre première compagnie en climate tech. Donc, ça s'appelle Relion, R-E-L-I-O-N. Puis, essentiellement, la problématique qu'on s'est rendu compte avec les bornes de chargement pour les véhicules électriques, c'est que en Amérique du Nord, en moyenne, 1 sur 4 est inopérable à n'importe quel moment. Donc, 25% des bornes sont down. Sont down ou ont un problème significatif. Ça ne permet pas de charger ton véhicule. En termes d'expérience client, d'arriver à une borne de chargement qui est sur les plates, sur ton GPS va dire qui est disponible, tu arrives puis tu peux pas charger. C'est terrible comme expérience client. Puis moi, on pense honnêtement que c'est un gros risque à l'adoption du véhicule électrique, ce qui est super important dans notre transition énergétique. Et donc, l'idée essentiellement, puis on s'est penché sur cette problématique-là, à comprendre pourquoi c'est le cas, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas de bons outils technologiques pour faire la maintenance ou détecter les problèmes à distance. Souvent, on attend que l'utilisateur le rapporte, et ce qui malheureusement amène beaucoup de problèmes. Et donc, finalement, on a construit cette plateforme-là de maintenance. Puis là, on a quelques partenariats là, qui vont être annoncés avec des joueurs majeurs. Puis essentiellement, on est capable de servir, de détecter et de servir et de réparer une borne de chargement électrique très rapidement d'une côte à l'autre ici au Canada. Là.
Ouais, c'est fascinant parce que tu dis que dans ma tête, là, les compagnies qui vont installer les bornes auraient déjà ça, auraient déjà un système et un réseau, parce qu'on s'entend aussi. Là, c'est pas. Tu regardes circuit électrique au Québec, ils ont des bornes partout. Là, Fait que ça doit pas être facile d'avoir non plus un électricien qui est prêt à jump sur un appel de service très rapidement. On parlait de timing tantôt, puis c'est juste, je pense que c'est juste une réflexion que l'industrie est encore très jeune. Puis les premiers objectifs, les premiers outils qui ont été construits, c'est des outils pour mieux identifier où est-ce qu'on va mettre notre borne, pour ensuite s'assurer qu'on ait assez de charge pour cette borne, assez de power pour cette borne-là. Après ça, il faut être en mesure de faire payer les gens, donc un software pour faire le paiement puis gérer les sessions. Mais il manquait encore ce gros morceau-là, puis on s'est dit, oui, ce qui existe dans le marché en ce moment pourrait être meilleur. Aujourd'hui, c'est comme un Waze, c'est comme les utilisateurs qui disent elle est brisée. Puis il y en a que ça fonctionne comme ça. Sinon, il y a certains opérateurs qui ont des systèmes de diagnostic, mais en se penchant sur le problématique, on s'est vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de vraiment mieux qu'on peut faire. Puis vraiment, ultimement, de couper le temps de réparation pour la borne de chargement. C'est un exemple facile. C'est très fréquent dans le cas d'une réparation d'avoir envoyé quelqu'un sur place plusieurs fois. Première fois pour aller diagnostiquer le problème, deuxième fois pour aller la réparer. Donc, finalement, nous autres, on coupe ça, on peut couper ça en deux. Là. Donc, ça, c'est notre première compagnie qu'on a lancée. Puis, notre thèse climatique, c'est vraiment de se focusser sur ces solutions technologiques-là qui sont matures, qui peuvent nous aider à atteindre net zéro avant 2050. Donc, le véhicule électrique, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On va annoncer une autre compagnie plus tard cette année, encore dans cette thématique-là. Mais après ça, il y a beaucoup d'autres piliers qui nous intéressent. On est très, très loin d'avoir l'adoption qu'on a besoin au niveau des énergies renouvelables, du solaire, du wind. En agriculture, il y a énormément de solutions aussi technologiques. Ça rentre-tu dans votre pod? Oui, ça va tout rentrer dans notre stratégie climat, le build environment, tout ce qui est circularité, tout ce qui est réduction de déchets en industrie. Donc, je lance quelques trucs comme ça, mais c'est très, très large, le climate tech. Et puis, ça nous permet d'attaquer plusieurs industries. Là. Tout est à faire. Tout est à faire. Mais justement, tu parles de l'industrie, pas l'industrie, mais mettons tout ce qui est autour du climat, c'est encore très jeune. Ce serait quoi en ce moment tes plus gros freins ou tes plus gros défis par rapport à tout ça? Plus gros frein en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener à. Mais il y a un excellent livre là, que je recommande à tout le monde qui s'appelle Speed and Scale, qui est essentiellement regardé, puis qui est sur vraiment aussi une très bonne base en notre thèse en ce moment. Parce que c'est vrai qu'il y a un paquet de technologies qui existent, puis il y a beaucoup de talks sur, mettons, carbon capture, des choses comme ça. J'ai rien contre ces technologies-là. Par contre, ce que le livre Speed and Scale démontre, puis c'est basé sur la recherche qu'un International Panel on Climate Change a faite, c'est que si on fait juste électrifier le transport, on adopte des pratiques d'agriculture plus sustainable, on fait de l'efficacité énergétique, particulièrement au niveau du bâtiment, puis on fait attention aux déchets et au waste de ressources, bien, on arrive très, très proche de notre target de décarbonisation. Fait que nous autres, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, puis moi, c'est ça qui m'a vraiment... ce qui me passionne là, dans mon day-to-day, de dire, écoute, ces solutions-là existent, il faut juste les pousser, il faut juste exécuter, il faut juste rendre ça facile pour les gens à adopter. Puis, écoute, toutes les... UX. Juste. Tout est dans l'expérience. Tout est dans l'expérience client. C'est vrai, il faut que les gens aiment le produit, puis il y a beaucoup d'efforts à faire pour cet aspect-là. Mais j'aime à quel point tu dis juste, mais c'est donc ben des gros chantiers. C'est des gros chantiers, puis c'est pour ça que, c'est un thème qui attire de plus en plus de capital, d'entrepreneurs. Le nombre d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent, écoute, moi, j'ai parti de cette business-là. C'était dans telle industrie. J'ai fait de l'argent, c'était super, mais là, je veux faire quelque chose qui a de l'impact. Je pense à mes enfants. Puis je veux faire quelque chose pour le monde. Ça motive les gens, puis c'est des conversations que j'ai à chaque semaine. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Ouais, tu te lèves le matin, puis tu essaies d'améliorer la situation au niveau du climat de la planète. Et ton parcours était quand même fascinant, parce que là, tu pars de McKinsey, tu as fait Good Food. Ouais.
Puis là, t'es chez Diagramme, puis là, t'es en train de changer notre planète pour que nos enfants... Non, c'est ça, j'ai pas... tu vois, c'est quand même fou. C'est ça, j'ai un peu un parcours atypique, là, dans le sens que, c'est ça, puis j'ai pas parlé, mais je suis ingénieur de formation, ingénieur mécanique de formation, mais j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Même à l'université, j'avais ma propre business de e-commerce. J'étais impliqué dans la communauté montréalaise de start-up. Honnêtement, je pensais que j'allais commencer ma carrière dans des startups. Mais finalement, c'est ça, j'ai eu cette opportunité-là que je ne pouvais pas refuser de rejoindre McKinsey & Company, qui est une firme de consultation stratégique basée ici à Montréal, mais aussi avec des bureaux partout dans le monde. Travailler avec des plus grosses banques américaines, avec des plus gros retailers américains pour les aider à un très, très haut niveau stratégique à faire de la croissance, à les sortir de peut-être de situations un peu plus difficiles. C'était super, mais éventuellement, je voulais retourner en start-up. Puis j'ai eu une belle opportunité. Good Food, moi, j'ai énormément de respect pour cette compagnie-là. Je trouve que c'est une super histoire d'entrepreneuriat au Québec, ici à Montréal. Puis moi, je me suis joint à cette équipe-là en 2019 comme pour l'idée, tout ce qui était la croissance de la compagnie, jusqu'en finalement environ en 2022. Puis ça a été toute une ride, là, particulièrement pendant la pandémie, où ce que finalement les gens avaient besoin aussi là, de nourriture quand ils ne pouvaient pas sortir puis aller à l'épicerie. Donc, tu as essayé d'adresser le suremballage de Good Food? Ben écoute, c'est sûr que là, puis c'est drôle parce qu'ils disent ça, parce qu'une des initiatives de Good Food a toujours été de rendre ça plus vert puis faire du reuse. Mais avec la pandémie, je pense que c'était comme la priorité, c'était tout ce que tout soit propre. Puis tu sais, honnêtement, tout ce qui est livraison d'épicerie en ligne puis tout ça reste avec un carbon footprint qui est assez intéressant comparé à tout ce qui peut être perdu dans les épiceries. Alors que, c'est un autre sujet qu'on a regardé, comment est-ce qu'on fait pour réduire la perte de nourriture dans les épiceries. Ça reste quand même, là, si on regarde là, toute l'empreinte carbone, ça reste quand même assez intéressant de faire la livraison en ligne. Puis c'est ça, puis écoute, comme je disais, Good Food, c'est deux entrepreneurs très inspirants ici au Canada qui, c'est pas connu, mais la compagnie faisait plusieurs centaines de millions de dollars à son pic, ce qui, au Canada, était rivalisé avec des Home Depot et tout ça en termes de revenus là, faits en ligne. Donc, c'est une belle entreprise avec une super belle notoriété de marque. Puis donc, fait que moi, c'est mon histoire dans tout ça, c'est j'ai l'idée tout ce qui était croissance là-bas, rétention client aussi. Alors je pense qu'il y a tout le monde qui essaie le service. C'est toi qui nous spam. C'est moi, c'est pas moi, mais c'est le petit génie marketing. Une grosse équipe, exactement. Et puis c'est une grosse machine maintenant à Good Food, là, mais exactement tout ce qui était marketing de la compagnie. Les petites cartes là. T'es responsable. Non, mais t'es tellement pogné par contre quand t'as un abonnement à Good Food. Tu fais juste accepter ton sort puis tu continues à payer. Mais c'est un bon produit, c'est vraiment du génie. Là. C'est juste que c'est tellement compliqué dans ma tête de se désabonner. Tu veux pas leur dire non. Moi, je suis people pleaser, hein. Fait comme, je suis là, OK, je vais continuer. Il n'y a pas que Marc soit déçu. C'est ça. Fait que écoute, ça a été une belle aventure, mais éventuellement, je voulais aller plus dans l'entrepreneuriat, le vrai 0 à 1. Puis Diagramme, puis c'est vraiment ce mix là entre être un entrepreneur puis être un investisseur là, qui est une belle proposition de valeur là, pour n'importe qui est passionné par l'entrepreneuriat. Là. Le meilleur des mondes. Ouais. Puis, à part, mettons, le climate tech, ça, toi, tu te penches vraiment là-dessus. C'est quoi les industries les plus prometteuses, mettons, en ce moment que vous regardez? Donc, on exclut même le AI, là. Ouais. Là, ça aurait été ma réponse, là. Non, c'est ça. Tant qu'on l'exclut, parce qu'on en parle tout le temps. Ah, bon, attends, là, donne-moi une petite seconde pour y penser. Ou peut-être même dans le climate tech, tu sais, c'est quel segment que tu trouves qui est le plus porteur, présentement? T'as changé ma question. Ouais. Mais non, je donne des options. Okay. Non, c'est bon. Tu sais, on a passé énormément de temps, nous autres, à se pencher sur les nouveaux produits, les intrants à la ferme, là, qui sont plus biologiques. C'est assez niche et technique, mais c'est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, oui. Il y a beaucoup de nouveaux produits là, qui sont en développement, qui sont en train de rentrer sur le marché, qui peuvent vraiment displace tout ce qui est pesticides, fertilisants, qui est énormément polluant. Malheureusement, le nitrogène, là, ce qu'on utilise pour fertiliser les champs, c'est 300 fois pire que du CO2. Donc là, tout ce qu'on peut faire pour displacer ça, c'est vraiment important. Fait que moi, je trouve que c'est une belle industrie qui a un beau point d'inflexion en ce moment. Fait que si jamais en choisir un, c'est celle-là. Si je peux plugger une autre chose que moi, c'est un peu mon pet peeve, c'est
tout ce qui est la réfrigération. Ça, c'est un dont on parle de gaz qui sont nocifs pour l'environnement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de la réfrigération. Les gaz qui sont utilisés, mettons, dans des réfrigérateurs, particulièrement dans les épiceries ou dans tout ce qui est cold chain logistics, ça peut être des milliers de fois plus polluant que ça va dans l'atmosphère que du CO2. Et puis, malheureusement, il y a très peu de législation qui encadre ça. Fait que pour moi, ça fait partie des low-hanging fruits au Canada, puis globalement, de mieux réguler la gestion de ces gaz-là et la destruction surtout de ces gaz-là, parce que généralement, ils ont tendance à se ramasser dans l'atmosphère une fois que les systèmes de réfrigération sont mis à la poubelle. Donc, moi, c'est un petit sujet de passion pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment une niche. C'est pas tout le monde qui pense, se lève pas le matin en pensant à la réfrigération, mais qui peut potentiellement avoir un très gros impact. Donc, en parlant à des gens de l'industrie, tu as découvert que c'est un problème. Exact. Puis écoute, il y a des belles choses qui se font aussi. Là, encore là, les épiciers ont tous des projets de transitionner ces systèmes-là vers du système à CO2. Là, vous allez dire, on peut avoir des systèmes au CO2, mais c'est bien mieux que les anciens systèmes. Donc là, il y a quand même des choses qui se font dans ce niveau-là, mais à mon avis, ça pourrait être encore plus accéléré. Ouais. Puis je me demande, là, je pose, c'est peut-être une question niaiseuse, là, je n'ai pas vraiment d'éducation à ce niveau-là, mais au niveau de l'agriculture, est-ce qu'il y a, j'ai l'impression, puis peut-être que c'est un stéréotype, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce qu'il y a une grosse résistance au changement ou est-ce que c'est compliqué justement d'amener des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques dans cette industrie-là? Mais moi, j'ai énormément de respect pour les agriculteurs. Gérer une ferme, c'est gérer une business de plusieurs millions de dollars. Les gens qui gèrent ça, c'est des gens très sophistiqués qui doivent connaître la finance, qui doivent connaître l'agronomie, qui doivent connaître la gestion de gens. Aujourd'hui, la techno. Puis maintenant, la techno, puis la quantité de technologies qui sont disponibles pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Et c'est très, très difficile financièrement aussi. Donc, les gens sont très sophistiqués. Je pense qu'un des freins, c'est que le risque est très, très élevé pour ces agriculteurs-là d'essayer des nouveaux trucs. Ils ont, dans une vie, ils vont avoir 50, 60 saisons dans leur vie. Ils peuvent en risquer une, c'est un gros coût. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on s'était penché justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire ce risque-là d'essayer des nouveaux produits, mais c'est pas réglé. Puis on se pose encore un peu la question là, à savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais moi, je dirais, c'est ça, c'est pas autant une résistance au changement, c'est plus, je pense, une réaction humaine au fait que le risque pour eux est très, très élevé de changer leur façon de faire. Mais tu vas dans une ferme aujourd'hui, puis c'est bourré de techno. C'est l'automatisation au max pour réduire le coût de la main-d'œuvre. Parce que ça aussi, c'est un gros enjeu pour eux. Ils n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre aujourd'hui pour peu importe qu'est-ce qu'ils font comme agriculture. Ouais, exact. Fait que maintenant, c'est plus ce que tu vois dans les films. Là. C'est vraiment... J'écoute trop de films. Exact. C'est ça qui se passe. Mais c'est ça qui est drôle. Je pense que les gens ont peut-être déjà vu les entrepôts Amazon tout automatisés, mais des fermes automatisées, des fermes laitières automatisées où les vaches sont juste tout seules ensemble, puis ils ont tout ce qu'ils ont besoin par des robots. Ça existe aujourd'hui. Moi, j'en ai visité une, puis c'est super impressionnant. Là, puis c'est de la robotique. Au Québec? Au Québec. On va voir ça. Ben oui. C'est ça que je vais faire en fin de semaine. On fait un shout-out? Shout-out à cette ferme. Ouais. Qui est cette ferme? On va la trouver. On mettra en commentaire. On approche la fin. Ouais. Fait qu'on serait rendu au segment dans le chapeau qui, là, on est en plein été, il fait vraiment chaud. Ça va être une tuque. J'ai oublié les casquettes. Fait que tu piges une question, puis tu y réponds. Et si tu réponds adéquatement, on te donne la tuque. Tu vas pouvoir la mettre à l'automne. Je vais la garder pour cette histoire. OK. Ouh, t'as pris la toffe. J'ai pris la toffe, hein? Quelle est l'application la plus utilisée sur ton téléphone? Puis là, t'as pas le droit de répondre genre Google, Safari, c'est... Le pire, c'est que j'en ai pas beaucoup. Mais je viens de m'acheter une maison il y a pas longtemps, puis justement, je pense que n'importe qui s'est acheté une propriété se rend compte qu'il y a bien des choses à régler. Il y a tout le temps des petits problèmes à gauche puis à droite, puis... j'étais un peu en retard là-dessus, mais tout ce qui est ChatGPT, j'ai installé ChatGPT sur mon téléphone. Puis honnêtement, ça me sauve la vie là, d'avoir toute cette intelligence-là. Par exemple, j'avais un problème avec mon véhicule, puis
J'ai pu juste demander à ChatGPT, OK, voici les symptômes, qu'est-ce que ça fait? Puis je l'avais amené au garage, puis il n'avait pas réussi à trouver le problème. Fait qu'avec ChatGPT, j'ai pu réussir à finalement brainstormer avec mon mécanicien pour trouver le problème. Mais où ce que je veux en venir avec ça, puis ça, c'est un autre area, je te dirais que moi, je suis vraiment, je trouve que vraiment, c'est fertile là, pour la création d'entreprises. Tu le mentionnais, il y a énormément de problèmes de main-d'œuvre, en HVAC, en électricité, mais un paquet d'autres trades où 50% des gens vont prendre leur retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Moi, je trouve que l'AI, c'est incroyable pour ça. Ça permet vraiment aux gens de upskiller. Puis si moi, je suis capable, qui n'ai jamais vraiment été manuel, de troubleshooter mon auto, je pense que c'est vraiment une démonstration que l'AI, ça peut vraiment aider les gens à finalement rentrer dans des professions qui historiquement étaient très, très techniques où demandaient des milliers et des milliers d'heures de training. Je pense que ça va permettre de réduire ça puis d'adresser un de ces gros enjeux qu'on a. Fascinant. Mais t'as pas parlé de ton application incroyable pour la gestion de ton prêt hypothécaire. Non. Ouais, non, c'est ça. Écoute, je me suis géré sur la plug. All right. On a le temps pour une autre question, dans le fond. Ouais. Je te fais piger une autre question. OK. Let's go. Let's go. Selon toi, quel est le véhicule électrique offre la meilleure expérience utilisateur? Eh boy. Écoute, je suis vraiment pas un expert en véhicule électrique, là. Mais par contre, ayant passé beaucoup de temps là-dedans, j'ai eu la chance de parler à des sommités mondiales là, dans la batterie du véhicule électrique. Puis on se posait la question, c'est quoi la longévité de cette batterie-là, à quoi ça ressemble la dégradation. Puis encore là, c'est quelque chose, je pense, qui stresse les gens, à savoir mon véhicule, à quel point il va se dégrader avec le temps, la batterie, comment je gère ça. Puis je pense que le message que je voudrais partager, c'est plus que oui, les batteries des véhicules se dégradent. Ça, c'est une réalité qui s'en ira pas. Mais ça se dégradera pas à zéro. Puis ça va peut-être se dégrader 80%. Mais après ça va prendre faire un plateau. Puis moi, ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est que quelqu'un qui achète un véhicule électrique aujourd'hui va probablement être en mesure de le garder bien plus longtemps que son véhicule à gaz. La durée de vie de ces véhicules-là pourrait facilement être 15 à 20 ans. Moi, éventuellement, ça va affecter la dépréciation des véhicules, à mon avis. Mais c'est vraiment d'avoir cette confiance-là que la batterie, oui, ça ne sera pas à 100% toute sa vie, mais elle va être bonne, puis elle va être bonne longtemps. Puis c'est des véhicules qui sont mécaniquement aussi bien moins compliqués, ce qui aide énormément aussi avec la durée de vie. Fait que moi, je encourage les gens du moment que achetez pas un véhicule pour acheter un véhicule électrique, là, dans le sens, c'est toujours mieux de garder son propre véhicule en ce moment, puis de le durer plus longtemps, mais je pense que la proposition du véhicule électrique, ça en vient très, très intéressant, surtout avec les coûts en ce moment qui diminuent énormément. Là, Fait que t'en as pas de préféré? J'ai pas de préféré, non. Bon, c'est correct. Il manque un peu d'expérience là-dessus. Puis qu'est-ce que tu as vu côté charge? Là, on voit les chargeurs tout autres que Tesla. T'as Tesla, puis t'as les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans cet écosystème-là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être unifié? Ça va être... C'est drôle, hein, parce que Tesla a fait des grosses coupures là, dans leur flotte de chargement récemment de toute cette division-là. Honnêtement, moi, je pense que tu vas avoir un paquet d'opérateurs indépendants qui vont avoir des marques diverses là, de bornes de chargement. Puis, la borne de chargement elle-même, ça devient de plus en plus une commodité. Ce qui est important, c'est la gestion autour de tout ça. Fait de l'opération, de la maintenance, tout ça. Donc, moi, je pense, elle a la plug pour Reliant. Mais, donc, globalement, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on en ait, qu'on en ait partout. Là. Puis, encore là, au Québec, on est chanceux, on en a aux quatre coins de la province. Puis le prix continue à descendre. Donc, c'est une question de temps avant qu'il y en ait partout. Mais ça va être des joueurs régionaux. Là. Je pense pas que ça va être dominé par les Tesla de ce monde-là. OK. Intéressant. On a fini. Merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on fasse ta conclusion, tu avais une petite plug? Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien écoutez, suivez-nous sur LinkedIn, que ce soit moi ou que ce soit Diagramme. C'est là qu'on poste toutes nos idées là, d'entreprise quand on cherche des entrepreneurs. Mais souvent aussi, on cherche juste des gens qui sont experts dans certains domaines. On veut leur parler, ça devient des advisors, ça devient... On essaie de les impliquer dans nos projets le plus possible. Nous autres, on prend toute l'aide qu'on peut avoir, puis on essaie de rendre l'appareil aux gens là, quand on peut. Fait que suivez-nous, puis on va s'intéresser dans les prochaines semaines beaucoup à tout ce qui est biodiversité, gestion de data centers. Donc, s'il y a des gens qui ont de l'expertise là-dedans, please reach out, on veut vous parler. Allez sur la page carrière de Diagramme. Allez lire les offres d'emploi. C'est fascinant. Puis
votre gang est exceptionnelle. On a eu une belle expérience de travailler avec toi, mais avec tes collègues. Puis vous êtes des pros. C'est du stop. C'est impressionnant à voir aller. C'est très cool. Félicitations. Merci Marc-Alain. Merci à vous. Merci. Salut.